Adrien Deliège a soutenu sa thèse en 2017. Et donc au départ, Adrien, il a travaillé sur un sujet d'analyse mathématique. Mais il a fait des maths, je veux dire, plus appliquées. Et donc vraiment, si l'analyse, vous savez ce que c'est l'analyse, l'étude des fonctions. Mais son sujet de recherche était la théorie des ondelettes appliquée aux géosciences. Donc notamment, il s'est intéressé à des phénomènes climatiques comme El Niño. Adrien est célèbre aussi pour avoir gagné ma thèse en 180 secondes, donc le concours international. Bon, ici, il vous parlera 3/4 d'heure, hein, pas 3 minutes, mais... Donc il est célèbre aussi pour ça. Et depuis, donc après sa thèse de doctorat, maintenant il est chercheur dans le département voisin du département de mathématiques. Il est chercheur chez les informaticiens et il s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle et à la vision par ordinateur. Donc par exemple, il a fait des travaux récents sur l'analyse automatisée de matchs de football, où on peut prendre un algorithme pour analyser des matchs de foot. Et son exposé d'aujourd'hui va nous parler justement de liens avec sa recherche actuelle, les mathématiques derrière l'intelligence artificielle. Ça va? Ok, bonjour à tous, donc merci d'être venus aussi nombreux. Alors je n'ai pas les slides sur mon écran, donc ce sera un tout petit peu plus difficile pour moi dans un moment, mais on va faire avec. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez, en fait, sans vraiment le savoir, et que vous utilisez dans la vie de tous les jours sans vraiment le savoir. Ça va être l'intelligence artificielle. Par exemple, quand vous utilisez Snapchat pour vous mettre des petites oreilles de chien sur la tête, je suis sûr que vous l'avez déjà tous fait, il y a une intelligence artificielle derrière. Quand vous êtes en train de vous perdre sur YouTube et que YouTube vous recommande du contenu, il y a une intelligence artificielle derrière pour vous recommander du contenu approprié pour vous. Quand Facebook vous tag automatiquement sur des photos, il y a une intelligence artificielle derrière. Alors vous allez vous dire, oui, mais l'intelligence artificielle, c'est sûrement un truc super compliqué, je ne saurais jamais comprendre comment ça marche. Mais là, vous vous trompez. Parce qu'en fait, en étant en 5e ou en réto comme vous êtes actuellement, vous avez les bases nécessaires pour comprendre comment fonctionne et comment fabriquer une intelligence artificielle de base. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors on va commencer par quelque chose de pas trop compliqué. Quel chiffre est représenté sur cette image ? Ok, 2. Ça c'est facile, c'est pour voir si vous suiviez bien. Mais pour vous, c'est un 2, c'est très facile de voir. Et pourquoi est-ce que c'est un 2 ? Ah, il y a un peu moins de réponses là. Ouais, parce qu'on m'a appris un 2, ça a cette forme-là. Hein, on reconnaît un peu la forme. Oui, ok, c'est vrai. Mais on vous a appris à reconnaître ces formes-là. L'ordinateur, lui, il n'en a aucune idée, a priori. Et a priori, l'ordinateur, il ne voit même pas cette image. L'ordinateur, lui, tout ce qu'il voit, c'est ceci. L'ordinateur, tout ce qu'il voit, c'est un énorme tableau de nombres où chaque nombre représente une couleur de l'image précédente. Quand on aura le nombre 1 dans le tableau, ça représente la couleur blanc, et quand on a un nombre 0 dans ce tableau, ça représente la couleur noire. Et tous les nombres entre 0 et 1 vont balayer les différentes nuances de gris. D'accord ? Donc l'ordinateur, lui, tout ce qu'il voit, c'est un énorme tableau de nombres. On peut se demander maintenant, mais comment est-ce qu'on pourrait apprendre à l'ordinateur à s'y retrouver dans de tels tableaux de nombres pour distinguer le fait que c'est un 2 ? Comment lui apprendre que l'image représente un 2 ? C'est ce qu'on va faire dans la suite de cet exposé. On va considérer un ensemble de données qui représente des nombres de 0 à 9. Il y a 60 000 images de ce type-là, c'est une base de données bien connue. Ce sont des petites tuiles de taille 28 pixels x 28 pixels, comme celle que je vous ai montrée. Et on a 10 classes à distinguer. Et on va apprendre à l'ordinateur à distinguer ces classes. Alors la première chose à faire, qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est de dire, ok, quand on a une image avec 28 pixels sur 28 pixels, on va commencer par remettre toutes les données sous forme de liste. Donc on va construire ce qu'on appelle un vecteur colonne, qui est là-bas. On va remettre toutes les données les unes en dessous des autres. Okay, le tableau, c'est pas hyper facile à manipuler, donc on va toutes les mettre les unes à la suite des autres, les données. Et c'est ce vecteur colonne qu'on va traiter, D1, D2 jusqu'à Dn. Ici, n vaut 28 fois 28. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces vecteurs colonnes ? Bon, on va faire des calculs. Fondamentalement, un ordinateur, ce n'est bon qu'à ça. Ça ne sait faire que des calculs, un ordinateur. Peu importe ce que vous pensez qu'il peut faire, il ne fait que jamais que des calculs. Et l'ordinateur, on va lui demander de faire des calculs pour qu'il nous sorte des scores, S1, S2 jusqu'à S9 et S0, où chaque score représente la confiance que l'ordinateur a
Or, le fait que l'image initiale est un E, est un 2, est un 3, et ainsi de suite. Donc, si l'image initiale, si le vecteur initial est un 2, on va vouloir que l'ordinateur fasse des calculs pour nous rendre un score S2 qui est grand, et des autres scores qui sont petits. Si l'image initiale est un E, on voudra qu'il nous donne un score SE qui est grand, des autres scores qui sont petits, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'il va faire ces calculs? Par exemple, il va faire 3 fois DE, moins 5 fois D2, puis moins plus 2 fois Dn moins 1, moins Dn, par exemple, pour calculer SE. Ok, c'est un exemple de calcul que l'ordinateur peut faire pour calculer SE. Les nombres qui sont là-bas, ils ont été choisis arbitrairement, donc je vais les noter de manière un peu plus générique. Ça va être des xij. Pour aller de di jusqu'à sj, on aura le poids, le paramètre xij. Et vous avez sûrement déjà vu les symboles sommatoires en maths. Si vous ne l'avez pas fait, ça viendra. Le score SE, on va le calculer comme étant la somme des di fois xie. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les xij vont être les mêmes pour toutes les images. D'accord? Toutes les images initiales vont être logées à la même enseigne. On va faire les mêmes calculs pour toutes les images. Donc il faut bien choisir nos xij pour que tout fonctionne. Okay? Alors on peut calculer un score S2, ce sera la somme des di fois xi2. Et pareil pour les autres nombres. Ok, très bien. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais quand est-ce qu'un score calculé par l'ordinateur est grand, en fait? Parce que je vous ai dit, si l'image est un 2, on veut un grand score S2 et des petits scores pour les autres. Imaginons que l'ordinateur rende un score de 5,4, ici, pour le score S2. C'est grand ou c'est petit, 5,4? Vous allez me dire, ça dépend un peu des autres scores, quand même. Dans le cas de droite, si jamais les autres scores sont bien plus petits, par exemple 0,3, 2,1, moins 3,6, ok, 5,4, il fait le boulot, l'ordinateur a bien travaillé. 5,4, c'est le plus grand, c'est gagné. Par contre, dans le deuxième cas, si l'ordinateur rend un score de 5,4 pour S2, ça ne va pas être suffisant parce qu'il a rendu des scores plus grands pour d'autres nombres. D'accord? Donc là, on va avoir un problème. Et en plus, on n'a peut-être pas trop envie de travailler avec des scores négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire, un score négatif? D'accord? Ça, c'est quelque chose, on ne va pas spécialement en avoir besoin. Donc on a deux problèmes à résoudre. Le premier, c'est qu'on voudra des scores qui sont tous positifs, et ensuite on va devoir réussir à les relativiser les uns par rapport aux autres. Ok. Mais là on va commencer à arriver dans la matière que vous connaissez. On va transformer tous nos scores en nombres positifs d'abord. Pouvez-vous me donner une fonction qui prend n'importe quel nombre réel et qui rend un nombre positif, donc qui a comme domaine R, comme image R+, et attention, cette fonction doit respecter l'ordre. Si vous avez un score plus petit qu'un autre, l'image du premier doit être plus petite que l'image du deuxième. D'accord? Votre fonction doit au moins respecter ça. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Ok, il y a une personne qui a une idée. Deux. Alors, qui est en cinquième ici? Ça, c'est pas normal. Celui qui est en cinquième, il a une bonne réponse, peut-être? Oh, qui est en réto? Ok, vous devez pouvoir répondre. Ok, alors il y a quelqu'un qui avait une idée là-bas? Alors, la fonction valeur absolue, c'est gentil de tomber dans le piège. Donc, la fonction valeur absolue n'est pas une fonction qui est strictement croissante, puisque si je prends par exemple les scores moins 3 et 2, moins 3 est bien plus petit que 2, mais la valeur absolue de moins 3 est plus grande que la valeur absolue de 2. Donc, la fonction ne va pas respecter l'ordre des scores. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Oui, ici. Voilà, la fonction exponentielle va faire le boulot. Alors si vous êtes en cinquième, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais ce n'est pas très grave, voici son graphe. D'accord? C'est une fonction qui a comme domaine R, comme image R+, et qui va faire exactement ce qu'on a dit, qui est strictement croissante. Parfait. Donc on va transformer tous les scores rendus par l'ordinateur en nombres positifs. Oui, mais la même question que tantôt se pose, 221, c'est grand ou c'est petit? Ça va dépendre des autres scores. On pourrait très bien avoir des 700, 800 là-dedans. Il faut réussir à relativiser ces scores les uns par rapport aux autres. Et pour faire ça, on va regarder ce que chaque nombre représente par rapport au total du vecteur. Dans ce cas-ci, le total du vecteur, ça va être 243,58, et le 221 qu'on a représente 91% du total. Le nombre 3,01 représente 1,2% du total. D'accord? Et on peut faire ça pour tous les nombres. Donc on a réussi à relativiser tous les nombres qu'on avait les uns par rapport aux autres en disant quelle proportion du total ils représentent.
Et en faisant ça, on a construit ce qu'on appelle un vecteur de probabilité, le dernier vecteur qui est là-bas. Vecteur de probabilité. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça? Premièrement, parce que tous les nombres qui sont compris dedans sont entre 0 et 1. Et deuxièmement, parce que la somme de ces nombres vaut 1. Et lorsqu'on a cette propriété-là, on peut interpréter ces nombres comme étant la probabilité que l'image initiale soit 1, soit 2, soit 3, et ainsi de suite. Par exemple, dans le cas qui est ici, on dira que l'ordinateur pense qu'il y a 91% de chances que l'image initiale soit un 2, ou qu'il y a 1,7% de chances que l'image soit un 9. D'accord? Et ça nous permet d'interpréter un petit peu plus facilement ce que l'ordinateur va nous rendre comme calcul. Ok, très bien. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait notre image initiale, on a pris les données, on les a mises dans un grand vecteur, on fait calculer des scores à l'ordinateur, et nous on fait ce qu'on appelle l'opération softmax, donc l'exponentielle est divisée par la somme, pour obtenir des vecteurs de probabilité. Maintenant, comment dire à l'ordinateur si une prédiction est bonne ou pas? Alors, on va mesurer les performances de l'ordinateur pour lui donner un retour en fonction de ce qu'il va nous prédire. Par exemple, si jamais pour cette image, l'ordinateur nous dit « Moi, je pense qu'il y a 87% de chances que ce soit un 2 ». Il a fait le taf, on est quand même content, il ne s'est pas trop gouré, c'est pas mal. On aurait voulu qu'il nous dise 100% de chances que ce soit un 2 et 0% de chances que ce soit les autres, mais c'est quand même pas trop grave. Donc, on ne va pas trop lui taper dessus, on va lui dire « Ton erreur, elle est minime, on ne va pas trop te pénaliser ». Et de manière générale, si jamais la probabilité P2 qu'il donne tend vers 1, notion de limite, il faudrait que le coût, ce que ça va lui coûter de faire cette prédiction, tende vers 0. D'accord? L'ordinateur, ça va lui coûter de faire des prédictions, mais quand il n'est pas trop mauvais, ça ne lui coûte pas grand-chose. Par contre, si jamais il se gourre complètement et qu'il nous dit que cette image a 3% de chance d'être un 2, là, il fait une erreur grave, il va devoir être pénalisé très fort. Si vous tuez quelqu'un, vous serez plus pénalisé que si vous jetez un papier dans la rue, c'est normal. Une erreur plus grave, vous aurez une sanction plus grande. Ça va être pareil pour l'ordinateur. Si jamais pour cette image, sa probabilité P2 tend vers 0, l'ordinateur, ça va lui coûter cher, il va avoir un coût qui tend vers plus l'infini pour avoir fait cette prédiction. Donc on a une fonction de coût qui commence à se dessiner, et là je vais de nouveau faire appel à vous. Pouvez-vous me donner une fonction de coût qui est telle que sa limite en 0 plus soit plus l'infini, et qui est telle qu'en 1, elle vaut 0, ou que sa limite vers 1 soit 0. Est-ce que quelqu'un a une idée? Et là, tout le monde doit pouvoir me donner au moins une fonction qui fait ça. Oui? J'ai pas entendu, pardon. L'opposé du logarithme, donc moins ln de x, c'est une bonne réponse. Alors les cinquièmes, vous n'avez peut-être pas encore vu ça, mais vous auriez pu aussi répondre 1 sur x moins 1. Les deux font le boulot ici. D'accord? Ok, ça c'est des fonctions qui marchent. En pratique, on va plutôt prendre moins ln de x. Bien, donc ça veut dire que pour cette prédiction, le coût de l'ordinateur va être de moins ln de 0,87, c'est-à-dire 0,14, c'est pas très élevé. Et pour cette prédiction-ci qui était mauvaise, le coût sera un peu plus élevé, 3,51. Ok, super. Donc là, on sait donner à l'ordinateur un feedback, un retour sur ses prédictions, si elles sont bonnes ou si elles ne sont pas très bonnes. Et nous, ce qu'on a à notre disposition, c'est plein d'images, m images, avec lesquelles on va faire des calculs. Et on a toujours nos xij, là, du début, rappelez-vous. On va faire des calculs avec nos xij, on va récupérer donc m coûts. Si on a m images, on va avoir m coûts qui dépendent chacun des xij. On peut donc calculer un coût total, qui va être la somme des différents coûts individuels. Et ce coût total va être une fonction des xij, va dépendre des xij, vu qu'on on utilise les xij pour calculer ces coûts. Ok, mais donc là, en fait, il faut bien se rendre compte qu'on a réussi à complètement mathématiser notre problème, puisqu'on va avoir une fonction de coût qui dépend de certaines variables, et on doit optimiser notre fonction de coût, on doit minimiser notre fonction de coût. On doit trouver les valeurs des variables xij qui vont minimiser le coût total, qui vont donner le coût minimum. C'est un problème d'optimisation. Alors, à qui est-ce que ça rappelle des mauvais souvenirs, ça? Des bons souvenirs pour tous les autres? Il y en a qui l'ont peut-être pas encore vu. Si, les rétos, vous avez déjà tous vu. Faites pas semblant, vous n'avez pas oublié. Par exemple, un agriculteur à 100 mètres de clôture, il doit l'adosser à un mur. Quelle est la surface maximale qu'il peut atteindre avec ses 100 mètres de clôture? Vous vous souvenez de tout ça? Oui, je vois vos profs qui disent oui de la tête. Vous avez la mémoire très courte, hein? Eh bien, c'est un problème d'optimisation qu'on a ici. Alors,
Chut. Ah, vous vous souvenez, problème d'optimisation, ah oui, c'est vrai, c'est facile, on a notre fonction, on fait la dérivée de la fonction, puis on fait un tableau de signe de la dérivée. Pour faire le tableau de variation de f, on regarde les max et les min. C'est plus ou moins ça que vous avez vu normalement. Mais ici, en pratique, ça va pas être aussi simple. Déjà, l'ordinateur, faire une dérivée, il faut un peu lui apprendre. Faire un tableau de signe, un tableau de variation, c'est pas gagné non plus. Et en plus, ce que vous avez vu, vous, en général, c'est avec une voire deux variables. Ici, on en a un paquet à dxij. Donc ça va pas être aussi simple que ça. Donc en pratique, ce qu'on va faire, c'est une optimisation numérique qui va être un petit peu différente de ce que vous avez vu à la main. Bon, imaginons l'exemple suivant, un peu plus simple, où on a une fonction de coût qui dépend d'une seule variable x, une fonction c de x ou f de x, ça comme vous voulez. J'ai pris un polynôme de degré 4 avec les coefficients qui sont là-bas. Voici la fonction. Notre but ici est de réussir à trouver l'abscisse du minimum de cette fonction, donc la valeur x-min, la valeur du paramètre qui minimise le coût. Problème a priori simple. Vous pouvez me répondre, il est là x-min. Oui, mais il est là, il vaut combien? Il faut réussir à trouver ça. Ok. Alors que va-t-on faire? On va commencer par prendre une valeur au hasard du paramètre, par exemple 0,7, et calculer le coût associé à 0,7. Ça, c'est juste c de 0,7, l'image de 0,7 par la fonction c. Et dans ce cas-ci, on obtient 5,75 à peu près. Et là, vous allez me dire, oui, mais on voit bien sur le graphe qu'il faut prendre une valeur un peu plus à droite de 0,7, ça se voit. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes des humains et vous trichez, vous voyez tout le graphe. L'ordinateur, il n'en sait rien, vous lui avez donné 0,7, il calcule 5,75, il voit juste un gros point comme ça, il n'a aucune idée de s'il doit aller chercher un peu à gauche ou un peu à droite maintenant. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire comprendre à l'ordinateur. Comment? Si vous regardez la fonction, là, vous voyez que la fonction, elle a l'air de pencher vers la droite. Si l'ordinateur avait cette information, la fonction penche vers la droite, on pourrait lui dire, c'est que le minimum, il est un peu à droite. Donc va chercher un peu à droite. Donc on pourrait lui donner une information intéressante, si on pouvait lui dire la fonction penche vers la droite. La fonction penche, c'est qu'il y a une pente. S'il y a une pente, c'est qu'il va avoir une dérivée. Voilà, il y a la dérivée qui va quand même intervenir. Alors, petit récap, la dérivée, vous avez tous vu la formule, vous en avez peut-être même vu une différente en classe, c'est possible. Mais concrètement, la dérivée d'une fonction en un point A, f de A, représente la pente de la tangente au graphe en ce point. Une petite animation pour vous illustrer ça. Considérez le point A, f de A en vert. Vous voudriez la pente de la fonction vraiment à cet endroit-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un x, par exemple à droite de A, et calculer le point xf de x. Vous avez a f de a, xf de x, vous pouvez tracer une droite qui passe par ces deux points. Cette droite a une pente, et cette pente, vous l'enregistrez, vous la mettez de côté. Puis vous prenez une valeur de x qui se rapproche un peu de a, et vous recommencez. A f de a, xf de x, vous tracez la droite, vous avez une autre pente, vous l'enregistrez. Et ainsi de suite. Vous reprenez une valeur de x un peu plus proche de a, et on recommence. Et lorsque x est infiniment proche de a, la pente que vous obtenez va correspondre à ce qu'on appelle la dérivée de la fonction au point A, f de A. Et donc dans ce cas-ci, on va avoir une pente qui vaut moins 2,33 à peu près. D'accord? Ça va pour la dérivée? Vous n'attendiez pas à faire des dérivées aujourd'hui. Hein? C'est pas fini, vous allez voir. Alors, ici, on peut donc calculer C' en 0,7. Là, vous allez me dire, oui, mais l'ordinateur, il doit calculer C' de x et puis évaluer en 0,7, c'est compliqué, et vous nous avez dit que C', il ne sait pas faire ça. Là, je vais faire un petit raccourci. Si l'ordinateur connaît les calculs à faire pour évaluer C en 0,7, automatiquement, on peut lui dire comment faire les calculs pour faire C' en 0,7 sans devoir calculer toute la dérivée. D'accord? Ça, c'est un peu plus technique, je ne vous l'explique pas, mais l'ordinateur, ça, il sait le faire directement aussi. Donc, on obtient ici C' de 0,7 qui vaut moins 2,34. Et donc l'ordinateur, maintenant, il sait qu'en 0,75, la fonction, elle penche vers la droite. Il n'a pas une image de toute la fonction comme nous, mais il sait qu'elle penche vers la droite. Donc on peut lui dire, vu que la fonction penche vers la droite, prends une valeur un peu à droite de 0,7, recommence. Par exemple, on va prendre 0,7 moins C' de 0,7, qui va nous donner 3,04, et on recommence le processus. Ah, ok.
Ben, on recommence le processus, on évalue C en 3,04, on obtient une valeur d'à peu près 3,10, on calcule la pente, on a une pente à nouveau négative de moins 2,37, donc l'ordinateur sait que la fonction penche encore vers la droite et qu'il doit aller chercher une valeur encore un peu plus grande. Donc on va calculer maintenant en 3,04 moins C' de 3,04. Ça fait 5,41. 5,41, on se retrouve de l'autre côté là, de la fonction, mais vous voyez que cette fois-ci, la pente est positive, donc ça indique que la fonction penche mais plutôt vers la gauche, donc on va aller prendre une valeur un peu à gauche. 5,41 moins C' de 5,41, ça fait moins 13 et des. Et là-bas, on va avoir une pente de moins 3509, et puis vous allez me dire, oh, monsieur, ton truc, il déconne. Ok, oui. Dans ce cas-ci, il déconne. Mais la technique, fondamentalement, elle est bonne. Il faut juste l'appliquer de manière un petit peu plus subtile. Ce qui se passe ici, c'est qu'on fait des pas un peu trop grands pour aller d'une étape à l'autre. Ce qu'on a fait, c'est dire, on a une valeur, disons, xi moins 1, et pour obtenir la valeur suivante à tester, on va prendre xi moins 1 moins c' en xi moins 1. Et puis on recommence le processus. Ce pas, ce saut qu'on fait d'une étape à l'autre, qui vaut c' de xi moins 1, est généralement un peu trop grand. Et donc ce qu'on va faire en pratique, c'est prendre seulement une fraction de sa valeur. Par exemple, on va prendre 20% de sa valeur, pour faire des pas un peu plus petits. Donc au lieu d'avoir une fonction qui va tester des grands pas comme ça, elle va avancer un peu moins vite, mais elle va être un peu plus sûre d'arriver comme ça au minimum. Et en général, ici, on va prendre 20% du pas pour notre expérience. Et donc, je recommence. Voilà ce qui va se passer. Quand on prend 20% du pas, la fonction, elle avance avec des plus petits pas, donc lentement. Elle ne va pas commencer à déconner. Et elle va tout doucement se diriger vers le minimum. Alors, on va accélérer un petit peu, parce que là, ce n'est pas très rapide. Voilà, après un certain nombre d'étapes, la fonction arrive à trouver le point qui se situe au minimum de la fonction. Et donc, ici, l'abscisse qu'on cherchait, c'était 4,08 à peu près. Et cette méthode ne dépend pas vraiment du poids qu'on a choisi à la base. Si j'avais choisi un poids, par exemple, en 5 et quelques au début, il commence par aller à gauche, et puis à droite, et puis il finit par se stabiliser dans le minimum aussi. D'accord ? Là, on a fait ce qu'on appelle une optimisation numérique. On a trouvé la valeur du minimum avec un algorithme qui permet d'y aller progressivement. Rappelez-vous quand même que l'ordinateur, il ne voit pas toute la fonction. Lui, tout ce qu'il voit, c'est ça. Il ne voit qu'un morceau de la fonction. Donc, il va se stabiliser dans un minimum de la fonction, mais s'il y en a d'autres, tant pis, on ne sait pas forcément s'il va aller dans le plus bas, dans le plus petit minimum. Mais ça, c'est pas très grave. D'accord ? Et si on commence de l'autre côté, il ne voit que ce morceau-là de la fonction, l'ordinateur. Ok, pourquoi pas. Oui, mais monsieur, ton truc, c'est facile, là, on a une variable. Nous, on en a combien ? On en a n pour S1, n pour S2, n pour S3. Donc, on en a 10 fois n, et n valait 28 fois 28. Donc on a 7840 variables. Alors vous, les dérivés à une variable, ça vous donne déjà peut-être mal à la tête, mais des dérivés à 7840 variables, n'en parlons pas. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Ce que vous ne savez pas, c'est que vous savez faire des dérivés avec 7840 variables. Et ouais, comment ça ? Imaginons que je vous donne la fonction de deux variables suivantes, f de x, y, qui sont deux variables. Vous pouvez très bien dériver cette fonction par rapport à x en considérant que y est une constante. Il y a quelqu'un qui veut essayer ? Allez, n'ayez pas peur, il n'y a pas de piège. J'entends des « allez, Caro » là-bas. On m'a dit qu'il y avait des bons éléments quand même, là. Des cracks en maths. Il y en a là-bas ? Ah, allez, vas-y. Comment tu t'appelles ? Pardon ? Alvaro. Alvaro, vas-y. Un peu plus fort. Donc, j'ai entendu 2xy³ plus 4 fois cos de 4x plus cos de 5y. C'est la bonne réponse. Ah oui, mais maintenant, il me faut quelqu'un pour dériver par rapport à y, en considérant que x est une constante. Et ça, c'est un peu plus dur, parce que vous êtes habitué à dériver par rapport à x. Et en plus, il y a un cosinus dans le sinus, là-bas. Il y a quelqu'un qui se sent chaud ? Quelqu'un qui veut des points bonus à sa prochaine interro ?
Oui. Ah bah c'est la même fonction, hein. C'est la fonction de départ, mais qu'on dérive par rapport à Y. Silence, s'il vous plaît. Il y a un volontaire ici. Chut. Oui. Non. Plus cosinus. Ouais, j'ai pas tout mon temps par contre. Donc, plus cosinus de 4x plus cos de 5y fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Dérivée du cos, c'est moins sinus de 5y fois la dérivée de 5y qui vaut 5. En tout, on a cette chose-là. Bon, je sais que ceux qui ne se sont pas portés volontaires l'avaient dans leur tête. Vous êtes timide, je comprends. Ok, mais en tout cas, vous savez faire des dérivées à plusieurs variables, et donc l'ordinateur aussi, évidemment. Ok, donc nous, ce qu'on avait fait là, avec la petite animation que j'avais montrée, c'est qu'on avait une valeur de test et qu'on la remplaçait à l'étape suivante par elle-même, moins lambda fois c' en la valeur de test. Mais si on a plein de variables, on va faire exactement la même chose. On va donner des valeurs aléatoires au début, à tous nos paramètres, et on va chacun les actualiser à l'étape suivante en les remplaçant par eux-mêmes, moins lambda fois la dérivée de la fonction de coût par rapport à ces paramètres, évalués en tous ces paramètres tests. Regardez la similarité entre les deux formules, ce sont vraiment les mêmes formules, c'est juste que dans le deuxième cas, il y a des indices IJ pour dire qu'on a plus de variables. Mais c'est la même chose. Si vous avez compris la première fois, vous comprenez ici. Et c'est avec ce processus-là d'actualisation que l'ordinateur, il apprend, il devient intelligent. Et c'est vraiment ici, dans cette étape-là, qu'il y a de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, fondamentalement, on parle de dérivés. Donc c'est pas si intelligent que ça au final. L'intelligence, elle est réellement humaine, et c'est les humains qui ont dit « Ok, on va faire ça avec l'ordinateur », et l'ordinateur a l'air d'être intelligent après. D'accord? Mais bon, ce n'est que de façade. Et vous allez vous dire « Oui, mais il faut arrêter le processus un moment, parce que l'ordinateur, il va apprendre, devenir intelligent, prendre le contrôle du monde. » Oui, non, en général, ça se passe pas comme ça. L'ordinateur, il ne fait que des calculs qu'on lui dit de faire, donc il ne faut pas avoir peur. Et vous allez peut-être vous dire, oui, mais si on le laisse entraîner très très longtemps, il va devenir super super fort. Eh bien, oui et non. Et là, il faut faire très attention à ça. C'est ce qui s'appelle le surapprentissage. Et ça, c'est quelque chose dont vous allez tous ici devoir faire attention. Vous allez tous devoir, un jour ou l'autre dans votre vie, devoir analyser des données, d'une façon ou d'une autre, pour faire des prédictions éventuellement. Si vous devez analyser des données, vous êtes susceptible de faire du surapprentissage. Et donc la petite parenthèse que je vais faire maintenant, elle peut s'appliquer à tout le monde, aussi bien à ceux qui vont faire des maths plus tard que ceux qui ne vont pas en faire des masses. Okay? Alors le surapprentissage, qu'est-ce que c'est? Prenons l'exemple de l'évolution de la population en Belgique de 1980 à l'an 2000. Donc on passe de 9 800 000 à 10 200 000 à peu près. Ok, super. Et on va prendre deux volontaires désignés, Nathan Cissé Sabar et Léa Cissé Sabar. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont par là. Voilà, vous pouvez remercier votre gentil professeur, Madame Swinen, pour vous avoir donné en pâture. Moi, je la remercie, en tout cas. Non, restez là. Restez là. Il n'y a pas besoin de venir, no stress. Voilà. Ils sont assis l'un à côté de l'autre, en plus, c'est magnifique. Ok, donc Léa, lève la main, un peu plus haut, et Nathan, ok, en plus c'est génial. Ok, génial. On va vous mettre à l'épreuve dans une épreuve d'abord de modélisation, où je vais vous demander de modéliser la courbe bleue qui est là-bas, en me donnant une fonction f de x qui va coller au mieux la courbe bleue. D'accord? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, non, vous ne devez rien faire, j'ai fait pour vous. Alors Nathan me donne la courbe en orange qui est là-bas, et Léa me donne la droite en orange qui se trouve à droite. On peut quand même souligner que Nathan a fait un effort considérable, il a une fonction qui colle magnifiquement bien à la courbe, c'est très impressionnant, et Léa, elle a tracé une droite. Voilà, elle a pris sa latte, elle a fait un trait, elle a dit, tiens, fous-moi la paix, voilà une droite. Donc, pour commencer, voilà. Nathan, c'est un king, il a fait un polynôme de degré 10 avec des coefficients de bolos, là, 4,6 divisé par 10 exposant 24, x exposant 10 fois, et puis je ne vais pas tout lire. Et Léa, elle s'est contentée du minimum syndical, 0,0239x moins 37,56. C'est bon. Ouais, ok.
Je ne vais pas être trop méchant quand même avec Léa, c'est satisfaisant, mais Nathan, c'est vraiment excellent. Bravo, bravo Nathan. Bon, maintenant, on va les mettre à l'épreuve, mais dans une épreuve de prédiction. Donc, on va utiliser les fonctions qu'ils ont mises au point pour évaluer la population qu'il aurait dû y avoir en Belgique avant 1980 et après l'an 2000. Pour ça, il suffit d'évaluer les fonctions en 1970, en 2010 et pour toutes les autres années qu'il y a avant et qu'il y a après. Et en faisant ça, on va avoir une courbe en orange, de nouveau, de leur prédiction de ce qu'il y avait avant et après les années considérées. Et voici les résultats. C'est catastrophique pour Nathan, et c'est vraiment excellent pour Léa, en fait. C'est elle qui a fait la meilleure prédiction avec sa bête droite, là. Hein, vous étiez moqué, là. C'est pas gentil. Donc, selon Nathan, il n'y avait personne en Belgique avant 1970. On est à moins 5 millions de personnes. Et à partir de 2015, on est à plus de 25 millions, selon Nathan. Bon, il aurait fallu s'y mettre un peu plus parce qu'on n'est pas encore là. Donc, c'est un peu problématique. Alors que selon Léa, on ne sait même pas dire quelle est l'erreur qu'elle fait, tellement c'est proche. Donc, on va zoomer un coup. Elle fait une erreur de même pas 1,5 million de personnes, avec des prédictions à 15 ans. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Nathan a été la victime du surapprentissage. En voulant être trop bon, trop fort sur les données qu'il avait à sa disposition, il a perdu la capacité de généraliser sur des données qu'il n'avait jamais rencontrées. Alors que Léa, en faisant quelque chose d'un peu moins bon sur les données qu'elle avait à la base, a eu un modèle plus simple qui permet de faire des prédictions valides. D'accord? Et donc, méfiez-vous du surapprentissage. Il ne faut pas être trop fort sur les données sur lesquelles on s'entraîne. C'est le message qu'il y a ici. OK? Alors, pour un ordinateur auquel on enseigne à reconnaître des chiffres, par exemple, comment est-ce qu'on va faire pour éviter le surapprentissage? On va faire un petit peu comme ce que les profs font avec vous. C'est-à-dire, on va lui faire subir des examens. Comment est-ce que les profs s'assurent que vous étudiez bien, en fait? Ils vous font travailler des petits tests et des jeux, ça, pendant l'année. La vraie chose importante, c'est les examens de fin d'année. Si jamais à l'examen, vous faites plus de 50%, c'est que vous avez suffisamment bien étudié, donc vous pouvez passer à l'année suivante. Si vous n'avez pas bien étudié, vous devez recommencer au mois d'août ou bien l'année d'après. Et tant que vous n'avez pas réussi l'examen, vous devez recommencer. L'ordinateur, ça va être un peu pareil. L'ordinateur, on va le laisser s'entraîner, apprendre à apprendre, sa fonction de coût diminue, et de temps en temps, on lui dit « stop, tu passes un examen sur des données que tu n'as jamais vues ». Et puis on le laisse réentraîner, stop, examen, s'entraîne, examen. Alors forcément, au début, son examen, il va le faire de mieux en mieux, puisqu'il est en train d'apprendre à reconnaître des nombres. Donc, il va être très bon au début, il va s'améliorer. Et puis à partir d'un moment, ce qui se passe en général, c'est que l'ordinateur est victime de surapprentissage. À partir d'un moment, son examen, il commence à le faire de moins en moins bien, parce qu'il a trop bien travaillé sur les données sur lesquelles il s'entraîne. Il les a en quelque sorte mémorisées, et il n'est plus capable de généraliser à des données qu'il n'a jamais vues. C'est comme si vous étudiez tellement, ça vous arrive sûrement, que vous ne savez même plus vraiment ce que vous étudiez, et vous êtes incapable de faire un examen que vous n'avez jamais vu. D'accord? L'ordinateur, c'est ce qui se passe quand on le laisse s'entraîner trop longtemps. Et donc, pour l'ordinateur, on l'arrête lorsqu'on considère que sur son examen, il n'a plus des performances assez bonnes. Alors, vous, on se contente de 50%, un ordinateur, on ne se contente pas de 50%. On l'arrête en général pas avant 90, 95, 99%. Imaginez si on faisait ça avec les élèves, ce serait un peu compliqué. Voilà, c'est ce qui se passe en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on doit traiter des données, qu'on va d'abord remettre sous forme de liste de données, et on va faire des calculs avec ces données. Super. Et l'ordinateur, avec ces calculs, on va pouvoir lui donner une fonction de coût, en fonction des prédictions qu'il fait, lui dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Et ça permet de calculer l'évolution de la fonction de coût et la dériver pour corriger l'ordinateur et lui apprendre à progresser, lui apprendre à apprendre réellement. Et il faut faire attention à ce que l'ordinateur ne soit pas victime de surapprentissage. Et bien, avec ce qu'on a vu, on a un pipeline complet de projets d'intelligence artificielle. Lorsque vous avez ça, vous savez mettre en place un petit projet d'intelligence artificielle. Il faut apprendre à coder, il faut faire ça, il faut un langage de programmation derrière. Ça, c'est pas encore dans vos compétences, mais les maths qu'il y a derrière, elles sont là. Et toute l'intelligence artificielle que vous pouvez imaginer se base sur la dérivée. D'accord? Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que Facebook, Google, Snapchat, Instagram, tout ça, tout ce qu'ils utilisent, il y a la dérivée qui se trouve là derrière. Donc ce sont des maths qui sont complètement abordables pour vous. OK? Alors, avec le temps qui me reste, que je vais prendre en plus, désolé Michel, je vais aller un petit peu plus loin pour vous montrer ce qui se fait, ce qui peut se faire en intelligence artificielle.
Donc il y a des gens évidemment qui ont fait plus de calculs que ce qu'on a fait. Ils ont mis des couches et des couches et des couches, ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont devenus de plus en plus compliqués, de plus en plus profonds. On dirait des graphes de Michel. On va lui demander de faire des coloriages dessus. Il y a vraiment des gens en plus qui font des coloriages sur les graphes de réseaux de neurones. Puis alors les gens ont fait des structures un peu différentes, en 3D, avec des boîtes, donc ça je ne vais pas entrer dans les détails. Et ils ont analysé autre chose que des chiffres évidemment. Parce que ça ne vous intéresse pas de distinguer des chiffres. Vous voulez distinguer quoi? Des chats, des chiens, des chevaux, des humains, des voitures, des choses comme ça. Donc il y a des grandes bases de données maintenant qui ont été mises en place pour que les ordinateurs apprennent à reconnaître tous les objets de la vie de tous les jours. Donc maintenant il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont capables de faire ça, beaucoup de programmes qui sont capables de faire ça. Et c'est grâce à des avancées relativement récentes dans ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs ou convolutionnels, Convolutional Neural Networks, si vous voulez regarder sur Internet un peu des informations, c'est avec des opérations un peu spéciales. Et ça permet de faire des réseaux qui ont plus de 1000 couches, qui ont plus de 1000 catégories, plus d'une centaine de couches, qui ont 60 millions de paramètres. Ça paraît beaucoup, 60 millions. Mais Google, récemment, ils viennent de faire un réseau qui avait plus d'1 milliard de paramètres. 1 milliard de dérivés à gérer en même temps. C'est bien compliqué, hein? Mais ça marche. Alors, il y a d'autres tâches que la classification. On peut aussi regarder où se trouvent les objets dans une image. C'est bien beau de dire qu'il y a une voiture, mais il faudrait peut-être savoir où elle est dans l'image, la voiture, pour pouvoir l'éviter. Donc, dire où il y a une voiture, où il y a une personne, ou à quelle distance. Il y a aussi la tâche de segmentation sémantique, où à chaque pixel de l'image, on doit dire à quel objet le pixel appartient. Est-ce que ce pixel appartient à un humain, à une voiture, à la route, à un arbre? Ça, c'est très compliqué, parce que pour tous les pixels, on doit dire ce qu'il y a. Donc dans les voitures autonomes, c'est beaucoup utilisé notamment. Alors une application vraiment intéressante, moi je trouve, que j'aime bien montrer, c'est l'application de génération d'images. Cette personne n'existe pas. Cette personne a été entièrement générée par une intelligence artificielle, et ouais, ça paraît surprenant, à laquelle on a montré plein d'images de vraies personnes, et on a dit à l'ordinateur, ok, à partir de toutes ces images de vraies personnes, tu dois pouvoir apprendre à en générer des nouvelles. D'accord ? Alors je vous laisse deviner comment on lui a fourni à toutes ces images-là. Qui lui a fourni toutes ces images-là? Google, Facebook, Instagram, Snapchat, vous. Alors vous pouvez aller sur le site thispersondoesnotexist.com. Vous aurez tous une image d'une personne différente. À chaque fois que vous rafraîchissez la page, vous avez une personne différente qui est générée. Vous pourrez essayer chez vous, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez remplacer le mot personne par cat, horse, pour générer des chats, des chevaux. Voilà, c'est assez marrant, c'est assez réaliste. De temps en temps, ça déconne quand même, et si vous regardez de très très près, il y a de temps en temps des petits défauts où vous pouvez vous rendre compte que c'est des images qui sont générées. Mais les personnes que vous verrez, normalement, n'existent pas. Alors, un truc vraiment impressionnant aussi, c'est GoGAN. Vous pouvez aller sur NVIDIA GoGAN. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, à gauche, c'est un dessin de troglodyte de 3e maternelle que j'ai fait moi-même, parce que je dessine comme ça. Et à droite, c'est une œuvre d'art faite par l'ordinateur à partir de mon dessin. C'est plutôt impressionnant. À partir d'un bête croquis, l'ordinateur a recréé cette image par une intelligence artificielle. Et si jamais j'arrive à accéder, ouais, je vais vous montrer une petite démo ici. Donc par exemple, ok, je vais mettre, je sais pas moi, une montagne ici. Hop, je vais la remplir. Voilà, puis je vais mettre une pierre. Par exemple là, hop, je vais la remplir aussi, puis allez, un gros caillou, on va mettre, je sais pas, on va dire là, voilà, je vais remplir, et peut-être un nuage ou quoi dans le ciel, parce que là, ah non, j'ai loupé, hop, colorier alors, voilà, ah vous voyez, je colorie vraiment comme un enfant. Hop. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et puis je vais mettre des nuages. Hop. Est-ce qu'il veut bien remplir le nuage? Voilà. Alors, on va voir s'il veut bien me générer quelque chose. Ah oui, mais par contre, je vais devoir réussir à... Ouais, il faut que j'accepte les conditions pour qu'il puisse utiliser mon œuvre d'art par la suite. Je m'en fous un peu. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je dézoome? Ouais. Voilà l'image qu'il a générée à partir de mon croquis. Tout le monde peut devenir un artiste. Hein. Alors, on peut mettre aussi d'autres choses, hein, si on veut. Et pour vous prouver que ce n'est pas une image préenregistrée, je vais rajouter une petite montagne, et il va me l'ajouter aussi. Hop. Allez, je rajoute une montagne, j'espère qu'il veut bien me la remplir. Voilà. Et c'est parti. Voilà. C'est plutôt balèze, hein.
Donc ça, c'est une jolie application. Alors, un truc que je trouve vraiment génial aussi, c'est la vidéo suivante, c'est Everybody Dance Now. Alors, ce serait bien qu'ils me la mettent en plein écran. C'est peut-être là. Ouais. Sauf que là, on va pas voir tout, à mon avis. Alors, il veut pas la jouer. C'est un peu dommage. Je vais un peu relancer le truc. Ah. Pourquoi est-ce que c'est tout blanc, là? Non. On va recommencer. Bon, sinon, vous irez voir sur Internet, hein, c'est pas très grave. Hop, alors, où est-ce que c'est? J'ai pas l'impression qu'il va vouloir la lancer, c'est un peu dommage. C'est pas très grave. Ah! Ouais, ça va aller. Voilà, alors ici vous avez un vrai danseur qui va effectuer des mouvements de danse et vous avez une personne lambda, ça peut être vous, ça peut être moi, qui se fait scanner. Et ce que l'ordinateur va faire, c'est qu'il va détecter la pose du vrai danseur, faire une espèce de squelette et coller l'image de la personne sur le squelette. Ça veut dire que la personne que vous voyez là en bleu n'a jamais effectué ces mouvements-là. Elle s'est juste fait scanner une fois par l'ordinateur et c'est l'ordinateur qui recrée les mouvements du danseur sur cette personne. Cette vidéo n'a jamais été filmée. Il n'y a jamais eu une caméra qui a filmé cette fille en train de faire ces mouvements-là. C'est l'ordinateur qui a recréé tout ça à partir des mouvements du danseur. D'accord? Ça, c'est vraiment impressionnant aussi. Alors, je vais peut-être mettre le son. Non, le son ne veut pas. C'est pas très grave, de toute façon. Alors, il y a. C'est un peu plus marrant par la suite. Ouais, des mouvements de danse. Là, vous avez une espèce de grand dadais là, qui est un peu raide. Vous allez voir, pour vraiment vous prouver que la fille n'a jamais fait ça. Lui, on voit qu'il n'est pas très très à l'aise. Et pourtant, il sait quand même refaire les mouvements de Bruno Mars. Ben oui, il ne les a jamais fait en fait. C'est l'intelligence artificielle qui recrée tous les mouvements. Et alors, si jamais vous doutez encore du fait qu'il n'a jamais fait ces mouvements-là, je pense que la dernière partie de la vidéo devrait vous convaincre. Vous sentez le coup arriver. Là, ils se font scanner. Et puis, voilà. Bon, c'est plutôt impressionnant, hein. Alors, pour revenir un peu aux choses sérieuses, et pour terminer, les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être remarqué que pour apprendre à l'ordinateur, il a fallu que je lui dise c'était quoi la solution à laquelle il devait arriver. C'est ça le slide vraiment déterminant, c'est de dire ah oui, il aurait dû arriver à 0, 1 et puis que des zéros, et grâce à cette solution, on a su pénaliser, on a su faire une fonction de coût. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. On a supervisé l'apprentissage de l'ordinateur en lui disant, en fonction des prédictions qu'il fait, si elles sont bonnes ou pas bonnes, et en les corrigeant de manière appropriée. Ça signifie qu'il a fallu qu'il y ait des humains qui aillent dire pour toutes les images, ça c'est un 2, ça c'est un 3, ça c'est un 4, ça c'est un 5. C'est un boulot qui a pris peut-être quelques jours ou quelques semaines à des humains, mais une fois que l'intelligence artificielle s'est entraînée là-dessus, elle est capable de classifier n'importe quelle image de taille 28 x 28 qui représente des nombres. Donc c'est un boulot fait par les humains une fois pour que l'ordinateur puisse le faire absolument tout le temps. Et alors vous allez vous dire, oui mais c'est embêtant s'il faut des gens pour vraiment tout le temps donner des données comme ça et vraiment annoter à la main ce qui se passe. Oui c'est embêtant. Et dans la pratique, soit les chercheurs le font eux-mêmes, soit ils payent des entreprises spécialisées dans la notation pour le faire, soit ils récupèrent les données gratuitement, parce que la plus grande source de données au monde, c'est vous. C'est moi, c'est vos amis, votre famille. En fait, tout ce que vous mettez sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, peut et va être récupéré par les grandes entreprises pour entraîner leurs intelligences artificielles. Quand vous mettez hashtag plage sur une image sur Instagram, vous donnez directement la solution, le label, la notation nécessaire au réseau social approprié. Vous dites directement sur cette image, il y a une plage. D'accord? Ou quand vos amis vous taguent sur une photo sur Facebook, cet ami ne vous rend pas service parce qu'il dit à Facebook « Hey, c'est mon ami celui-là ». Et donc, Facebook peut vous identifier plus facilement grâce à ça.
D'accord? Ou pour vous inscrire sur certains sites ou pour payer en ligne, vous devez parfois cliquer sur les tuiles qui représentent des panneaux de signalisation ou des feux rouges. À votre avis, vous êtes en train de faire quoi là? Vous êtes en train de donner des annotations gratuitement. D'accord? Et un des slogans de Facebook, c'est « Facebook est gratuit et le restera toujours ». Est-ce que c'est vraiment gratuit? C'est gratuit dans le sens où vous ne payez pas en euros, mais vous payez en données sans le savoir. D'accord? À chaque fois que vous likez une page, à chaque fois que vous likez un post, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, que vous mettez une photo, que vous taguez quelqu'un, vous payez Facebook avec des données que vous lui fournissez. Et l'argent que Facebook peut se faire grâce à ça lui rapporte, est bien plus grand que l'argent qu'il pourrait se faire en vous demandant des frais d'inscription. D'accord? Il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Vous donnez de l'argent vraiment, mais sans le savoir. Alors, je ne veux pas paraître trop pessimiste, hein, s'il n'y a pas de mal à être sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, mais ayez conscience de ça, vous êtes une génération qui va devoir faire constamment attention à ses données et à ce qu'elle poste sur Internet. Soyez au moins au courant de tout ça. Sinon, dans les choses un peu plus, je veux dire, gentilles de l'intelligence artificielle, dans les bénéfices, parce que bon, il y a quand même des choses bénéfiques aussi, moi je trouve que c'est bien, l'intelligence artificielle, elle remet l'humain à sa place dans pas mal de jeux vidéo, puisqu'elle désague l'humain un peu partout maintenant, notamment dans StarCraft 2, un jeu que certains connaissent peut-être. Au jeu de Go aussi, c'est un jeu très très compliqué, asiatique, réputé jeu le plus dur du monde, où une intelligence artificielle a battu le champion du monde, qui a maintenant décidé de finir sa carrière, parce qu'il ne la battrait jamais. Et il y a aussi, au niveau de la médecine par exemple, il y a des concours hommes contre machines. Ça existe vraiment. L'année passée, il y a eu un concours 15 médecins ensemble contre une intelligence artificielle pour classifier, détecter et prédire l'évolution de tumeurs cérébrales. Et l'intelligence artificielle allait 2 fois plus vite que les 15 médecins et était beaucoup plus précis que les 15 humains, que les 15 médecins. Donc il y a aussi pas mal de choses, de belles choses qui vont évoluer avec tout ça. N'ayez pas peur. Okay? Mais donc mes messages étaient, vous comprenez l'intelligence artificielle, les dérivés c'est important, attention sur apprentissage et faites attention à vos données. Okay? Merci beaucoup.